Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans la conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un bonheur qui, rien n'a entamé, succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quel mot et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. C'est une conviction du philosophe Sénèque à méditer en cette journée du 20 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à votre émission, le tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo. Merci de nous suivre à la radio Watt FM et aussi à la télé True TV, sans oublier la plateforme internet infowakat.net. Bienvenue à Monsieur les juges au siège. Geoffroy Vara, bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes les juges au siège à cette émission. C'est vous qui donnez véritablement votre lecture de la situation nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci surtout de votre fidélité sans cesse renouvelée. Ce matin, comme annoncé, nous allons faire le bilan de la journée nationale de protestation et d'interpellation du 16 septembre dernier. Vous savez, une marche-meeting réprimée par les éléments de la police nationale. Et comme vous le savez également, c'est une activité portée par l'Unité d'Action Populaire, UAP, une organisation dans laquelle certains membres de l'UAS, et non des moindres, se sont démarqués du côté politique, même selon certains comme Maître Béné Wende Sankara. À y regarder de près, c'est purement et simplement une action déstabilisatrice du régime en place avec des visées politiques d'orientation d'extrême gauche. Quel bilan fait-on de cette journée et quelles réponses apportent les initiateurs à ces récriminations faites à leur encontre? On en parle ce matin avec un représentant de cette organisation, à la personne de M. Kiedgar Rasmané. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Vous êtes le secrétaire confédéral chargé de l'organisation, de l'information et de la propagande de votre organisation, la CGTB. Merci et vous représentez officiellement toute l'organisation qui est à l'origine de cette activité. On va, avant de vous entendre, écouter les avant-propos des juges au siège juste après cette virgule. Nous sommes vendredi, donc la dernière convocation. Il y a bien des sujets qui pourraient faire l'objet d'avant-propos ce matin. Nous passons la parole au juge au siège. Commençons par Bernard Boukma. Merci Président. Deux avant-propos très rapidement. Le premier avant-propos, aujourd'hui, nous sommes au 20 septembre. Un 20 septembre qui rappelle le 20 septembre 2015, jour qui était fixé pour l'annonce de la bonne nouvelle à l'issue des négociations qui avaient eu lieu entre les protagonistes en son temps, donc ceux qui avaient perpétré le coup d'État,
et la délégation de la CEDEAO conduite par les présidents sénégalais et béninois, respectivement Macky Sall et Yahi Boni, donc l'ancien président du Bénin, donc qui avait d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle avant de prendre son vol et puis laisser Macky Sall filer la patate chaude à Macky Sall. Et donc ce jour-là, devant l'hôtel Laïko, les choses ne se sont pas bien passées pour les hommes des médias venus pour couvrir l'événement, mais aussi pour certains leaders politiques qui en tout cas ont échappé belle à cette furie des manifestants, de certains soldats de l'ex-RSP. L'on retient que c'est une date importante parce que ce jour-là, les événements ont pris une autre tournure. Et donc il y en a qui ont vite déchanté. Et donc il y avait des manifestations entre ceux qui voulaient ou ceux qui ne voulaient pas. Au niveau de l'hôtel, c'était vraiment difficile. Donc il y en a qui ont fui pour se retrouver parfois dans les cuisines ou dans les toilettes. On en rit, on en rigole maintenant, mais ça n'a pas été simple. Donc il y a cette date-là mémorable également dans l'histoire du Burkina. Et aujourd'hui aussi, comme je l'ai dit, le deuxième avant-propos, parce que c'est au moment où le tribunal de l'actualité s'ouvre que ce procès-là se s'ouvre. C'est au niveau du CDP, la famille CDP qui se trimballe encore en justice par rapport au congrès qui est annoncé pour le 22, donc pour un jugement à référer. C'était hier, ça a été reporté pour ce matin, donc certainement peut-être dans les heures à venir on saura réellement ce que ça va donner comme verdict par rapport à ce jugement aussi qui est attendu au niveau de la classe politique dans tout son ensemble et particulièrement dans les rangs des militants CDP. C'est tout comme avant-propos. D'accord, merci à vous de nous intéresser à ces deux sujets majeurs de l'actualité nationale. À vous à présent, Geoffroy Var. Merci Président. Moi je m'intéresse à la Tunisie et Ben Ali qui est parti 8 ans après son éviction du pouvoir. On sait un peu les conditions. C'est là qu'a commencé ce que certains ont baptisé printemps arabe, même si je ne sais pas si le continent connaît des printemps. Ce qu'on retient aussi, c'est quelqu'un qui a fait en gros 23-24 ans au pouvoir, et ça nous donne toujours ce rappel-là, comme le disent les économistes, la question de l'utilité marginale. C'est-à-dire que tout n'est jamais bon éternellement. C'est-à-dire même l'eau qui est source de vie, lorsque vous avez très soif, la première gorgée elle est divine, la deuxième elle est angélique, la troisième elle étanche juste votre soif, et quand vous continuez, et vous risquez même de vomir, parce que vous aurez atteint un seuil de non-acceptation. Et même le pouvoir, c'est comme ça. Quand vous venez, quel que soit ce que vous avez à offrir, même quand vous êtes bon, à un moment donné, on finira par vous vomir. Et ça, c'est ce qu'il faudrait aussi retenir. Mais en même temps, on a une Tunisie qui a gagné quelque chose d'intéressant. C'est le droit de s'exprimer sur un certain nombre de questions. C'est cette liberté qui connaît un ancrage plus intéressant. Mais est-ce que la condition du Tunisien, de façon profonde, a changé? J'écoutais encore les réactions ce matin par presse et tout. Vous voyez que pour le citoyen lambda, ce n'est pas que ça n'a pas changé, ça a changé mais en pire. Et donc avoir le droit de dire que j'ai faim, ça ne résout pas votre problème qui est la faim. C'est-à-dire la liberté, mais il y a le problème de fond, c'est la question de conditions de vie des populations, et cela n'a pas vraiment changé. Mais en même temps, quand vous voyez les dernières consultations électorales et les résultats que cela a donné, vous voyez qu'on vomit tout un système, c'est-à-dire ceux qui ont été aux affaires et qui portent, on va dire comme ça, qui rappellent ce qu'est la politique et ce que cela a été dans ce pays pendant longtemps. Toutes ces personnes ont été vomies, et c'est presque des, comme je disais hier, on dirait tout cas comment dire cela, pour ceux qui aiment pronostiquer, c'est ceux-là qui sont arrivés devant. C'est des leçons qu'on pourrait tirer, et le cas tunisien nous enseigne. D'accord. Merci également de nous partager cette actualité de la Tunisie avec cette disparition tout de même remarquable. Alors, à présent, nous allons entendre le représentant de l'UAP, l'Union d'Action Populaire, qui est ce matin M. Kedega Rasmane. Lui, il est le secrétaire confédéral chargé de l'organisation de l'information et de la propagande auprès de la CGTB, on va dire l'organisation reconnue portée par Bassalma Bazier. Alors ce matin, il est là pour nous faire le bilan de cette organisation, cette journée d'interpellation et de protestation qui avait été réprimée par la police, les éléments de la police nationale. Alors,
on revient sur les initiateurs de cette activité principale. On a vu plusieurs personnes s'en démarquer, pourtant membres influents de l'unité d'action syndicale. On a vu aussi du côté politique des récriminations faites parce qu'ils estiment que c'est une action de déstabilisation qui est en préparation. Alors, comment êtes-vous en arrivé là pour que, du côté même de l'UAS, on ait des personnes qui s'en démarquent? Ok, merci bien. Président, de nous permettre effectivement de revenir sur ces questions-là. Tout est parti du contexte national qui, à un moment donné, devient de plus en plus difficile pour tout le monde et pour tous les Burkinabés. Alors nous sommes aussi allés du constat que depuis 2016, le pays, justement, a du mal à décoller au regard d'un certain nombre de questions. Et ce qui a amené d'abord, premièrement, au niveau de l'unité d'action syndicale, de se retrouver le 17 août dernier en assemblée, en rencontre nationale dont les représentants sont venus de toutes les régions du pays. Et nous avons pris la décision effectivement d'engager un certain nombre d'actions pour deux raisons. Premièrement, pour faire avancer un certain nombre de revendications que nous avons posées au niveau du gouvernement qui ne bougent pas. Mais la deuxième raison, c'est en rapport avec le contexte national des crises, naturellement. Et c'est ce qui nous a amené à sortir une plateforme et à planifier principalement deux actions, notamment un meeting le 31 août et une marche meeting pour le 16. Ça a sorti. Mais en même temps, cette rencontre a pris la résolution de la possibilité d'élargir notre action aux autres structures de la société civile qui effectivement aussi se réunissaient de leur côté et entrevoyaient aussi des actions. C'est comme ça que l'unité d'action populaire est née. Et finalement, on s'est retrouvé effectivement avec le MDHP, le Balai citoyen, l'ODJ, et on a dit qu'au regard du contexte et au regard donc des plateformes qui se ressemblaient, on pouvait effectivement organiser une unité d'action. C'est comme ça que l'unité d'action populaire est arrivée et que nous avons arrêté une plateforme à 9 points. Et c'est par rapport à cette plateforme que nous avons décidé d'aller en lutte. Voilà. Apparemment, cette unité d'action populaire souffre de légitimité, parce que quand on regarde même la lettre de préavis, ça porte le sceau de l'UAS. On a comme l'impression que vous avez utilisé l'UAS pour mener une activité qui ne regroupe pas vraiment... Non. Au moment où on déposait la plateforme, n'oubliez pas, Kwanda George, qui est actuellement, disons, le conseiller du président du mois, qui était le président du mois en août, a signé bien notre préavis de grève qu'on a déposé. Il y a des organisations qui n'ont pas signé, mais les raisons qui avaient été évoquées pour ne pas signer, c'était le contraint temps. Parce que c'est le 31 qu'on a décidé de déposer le préavis, et naturellement il fallait le faire au plus tard le 2. Et là, c'est dans un esprit de couvrir tout le monde. Mais on a déposé le 2 et nous avons estimé qu'en déposant le 2, on peut couvrir. Le 2 à 14h, il fallait déposer et certains n'ont pas pu signer directement avant qu'on le dépose, sont venus signer après. Mais nous avons dit une seule personne pouvait même signer le préavis pour qu'on dépose, pourvu que ceux qui portent la manifestation puissent le faire. Donc, pour ce qui est des organisations syndicales, effectivement, pour participer à l'activité populaire, étant donné que c'est un jour ouvrable, il fallait effectivement déposer un préavis de grève. Voilà pourquoi nous avons dit un préavis de grève de 24 heures. C'est pour permettre aux travailleurs de participer, bien entendu, légalement à cette activité-là. Et donc, nous avons déposé avec tout le monde. C'est après qu'on est... Et jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes en train de vous parler, aucune organisation n'a écrit pour dire qu'il n'est pas intéressé. Seulement, nous avons vu une conférence... En faisant une conférence, c'est plus qu'écrit. Voilà, nous avons vu une conférence de presse où, effectivement, un certain nombre d'organisations syndicales ont dit qu'ils ne prenaient plus part à l'activité. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas utilisé, étant donné qu'au moment où on déposait le préavis, tout le monde était d'accord. Maintenant, si après qu'on ait déposé le préavis, des organisations décident de se retirer de la plateforme, ça, ce n'est pas un problème, étant donné que c'est une unité d'action. Mais ce n'est pas une union. Donc, vous adhérez librement et vous repartez librement. Aujourd'hui encore, après qu'on ait déposé la plateforme, beaucoup d'organisations ont rejoint la plateforme. Donc, ça suppose qu'il y a des gens qui, à un moment donné, décident de se retirer, mais il y a aussi des organisations qui adhèrent, et jusqu'à présent, on continue d'enregistrer des gens qui adhèrent effectivement à notre plateforme. C'est ce qui est important pour nous. Est-ce qu'à vos yeux, ces organisations qui se sont démarquées sont représentatives d'une certaine opinion? Est-ce qu'on les balaye du revers de la main, on dit que bon, ils ne sont pas importants, ou bien on se dit quand même que c'est à prendre en compte parce que c'est une voix qui porte? Vous savez, dans ce genre d'organisation, il faut reconnaître que chacun a sa manière de voir effectivement le monde. Nous avons une plateforme et pour nous, ce qui devrait guider les prises de décision,
c'est le contenu de la plateforme et non autre considération. Nous avons une plateforme en 9 points et quand on regarde la plateforme, si des organisations décident de ne pas adhérer à la plateforme, c'est eux qui peuvent expliquer effectivement les mobiles de leurs décisions. Nous n'allons pas dire que ceux qui sont partis ne sont pas représentatifs d'une certaine opinion, ça nous n'allons pas le dire, mais ce qui est important, c'est que les mêmes organisations qui se sont retirées, ce sont les mêmes qui avaient effectivement à l'époque soutenu le PNDS, aujourd'hui on n'en parle même plus à la question du PNDS, ce sont les mêmes effectivement qui sont allés à la conférence nationale des forces vives sur la rémunération salariale, dont nous avions effectivement posé des préalables et nous ne sommes pas allés. Aujourd'hui, après justement que la conférence est tenue, ces mêmes sont revenus à la bout du travail, fait leur meilleur culpa et on rejoint la plateforme. C'est pourquoi on a pu organiser une rencontre le 17 août. Et ce jour-là, la question est revenue. C'est la CTB qui a dit, au niveau de l'unité d'action syndicale, ce n'est pas une union syndicale, c'est une unité d'action. S'il y a des questions qui divisent, chacun porte sa croix. Mais après, ça n'empêche que sur des questions qui nous réunissent, qu'on puisse se retrouver. Donc nous pensons que ces questions-là, nous les avons effectivement dépassées. Cette fois-ci encore, nous pensons que chacun a pris sa position. Mais si après il y a des questions qui nous permettent de nous rassembler, nous allons encore nous rassembler. Ce qui est important pour nous, c'est pas que les gens se divisent. Parce que ce que nous voulons, c'est que les gens se renforcent et se retrouvent. Et nous espérons qu'effectivement, ceux qui se sont démarqués, au regard donc de l'évolution de la situation, pourront effectivement rejoindre la plateforme. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes convaincus de ce que nous faisons et nous continuons dans notre logique. Vous dites que ce qui compte, c'est la plateforme, mais là encore, même eux-mêmes disent que les revendications de certaines organisations que vous avez associées à cette activité viennent en antipode, viennent même noyer les préoccupations des travailleurs. C'est dire que vous avez sous-traité, on va dire, les préoccupations des travailleurs. Non, on n'a pas sous-traité. Vous savez, depuis 2016, le mouvement syndical a été taxé de ne produire que des revendications salariales. Nous avons évolué. Cette plateforme, il y a un point qui résume le point 8 est clair. Respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis du mouvement syndical. Les engagements que le gouvernement a pris là, c'est toutes les plateformes que les syndicats de façon individuelle ont déposées auprès donc de l'autorité, qui ont mené des discussions et qui ont eu des accords. Ce sont ces accords que nous avons demandé qu'on respecte. Il y a la question de l'UTS qui est revenue, parce que là c'était le préalable même de l'UAS pour aller effectivement aux négociations cette année, et c'est ce qui a été l'élément qui a fait que le gouvernement finalement a reporté la négociation gouvernement syndical. Et ça c'est des questions du mouvement syndical qui ont été prises en compte. Par contre, il y a d'autres questions qui pour nous sont importantes. La question des libertés, c'est important pour le mouvement syndical, aussi bien pour le mouvement syndical que pour les autres organisations et pour notre peuple. Et je crois que la question des libertés, là, on ne peut pas ignorer ça. Parce que nous estimons que s'il n'y a pas de liberté, mais même le mouvement syndical ne pourra pas s'exprimer. Voilà, donc nous pensons qu'il n'y a pas de, on n'a pas supposé. Et les points, quand on a listé les points là, c'est pas parce que le point est noté numéro 1 qu'il est plus important que celui qui est noté numéro 8. Puis c'est pas comme ça que le débat s'est fait. De toute façon, même quand nous pesons une plateforme, vous pouvez faire une plateforme en 20 points, mais quand vous allez discuter là, mais vous allez discuter les points un par un et les points ne sont pas liés. Donc, c'est pas parce que le point est premier qu'il sera prioritairement pris. Je pense que ça, c'est vraiment un débat qu'il faut effectivement dépasser. Il faut aller à un certain niveau. Encore que le préavis a été déposé avec la plateforme sortie le 17. C'est ça qui a été déposé. La plateforme minimale au niveau de l'unité d'action populaire a été déposée auprès du Premier ministre. Alors que le préavis de grève, c'est au secrétariat du gouvernement, donc adressé au président du FASO. Donc je crois qu'on ne devrait pas faire de l'amalgame sur ces questions-là. On peut trouver des raisons pour se retirer, mais ça, nous estimons que c'est vraiment petit. C'est un faux débat pour se retirer. Geoffroy Vaha, vous avez la parole pour votre série de questions. Moi, ce que je m'ai posé, parce que tout à l'heure on l'a écouté, vous vous souvenez en même temps que certains se retirent de ce qu'ils aient participé à certaines dynamiques auxquelles vous n'avez pas adhéré. Vous parliez de la question de comment dire ça, de la négociation la rationalisation des ressources de l'État et puis d'autres points. C'est parce qu'ils se retirent que vous vous rappelez de ça. Sinon, quand vous étiez ensemble, on dirait que c'était pas un problème. Non, c'est juste un exemple que j'ai utilisé pour dire que c'est pas la première fois qu'au niveau de l'unité d'action syndicale, on ne s'attend pas sur une question. Mais cela n'enlève à rien les forces que l'unité d'action arrive à mettre en œuvre. Donc ce n'est pas parce que les gens sont retirés aujourd'hui qu'on se rappelle, mais c'est quand même important, parce que l'histoire de notre pays aussi, c'est ça.
Parce que quand un événement arrive, on a vu quelqu'un qui a dit c'est la première fois qu'on voit ça. On lui a rappelé qu'en 98, quand les gens se sont retrouvés, ce n'était même pas des syndicats et des organisations de la société civile. Il y avait même des partis politiques qui ont adhéré à cette époque. Est-ce qu'à demi-mot, vous ne dites pas que c'est des pro-gouvernements? Je pense que le peuple sait lire entre les lignes et constate. C'est pas à nous de le dire. Nous n'allons pas dire que c'est des pro-gouvernements et ainsi de suite, mais chacun a sa ligne de conduite. Nous estimons seulement que ceux qui écoutent, ceux qui regardent sont suffisamment intelligents pour répondre à ces gens, à ces questions. Nous n'allons pas venir dire qu'ils sont pro-gouvernement. Chacun a sa ligne de conduite. Mais ce qui est important, quand on crée un syndicat, c'est pour défendre les intérêts de ses membres, pas autre chose. Et puis, dernière question, vous êtes, on dira que vous êtes allés, pas ensemble, parce que de l'UAS, en termes de communication qu'on avait au début, c'est devenu UAP, parce qu'il y a certains qui sont sortis pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans un certain nombre de choses. Pourquoi n'avoir pas peut-être plus le temps d'être assez large et puis aller ensemble? Non, il n'y a pas de... C'est pas une fronte, c'est une unité d'action sur une question précise, notamment une plateforme minimale. Mais cela ne dit pas que l'UAS ne mène plus ses activités de façon indépendante. L'UAS existe. Il y a des rencontres qui se tiennent au sein de l'UAS. Mais ça, c'est une plateforme où les gens ont adhéré. La preuve en est que dès lors que les autres ont dit qu'ils se retirent, nous avons changé l'entête. On a changé l'entête. Si vous suivez le discours qui a été livré, justement le message qui a été livré le 16, on n'a plus mis l'entête de l'UAS. On a cité nommément les syndicats qui ont adhéré, pour dire qu'il y a des syndicats qui n'ont pas adhéré. Mais ça ne dit pas que parce qu'au niveau de l'UAS, on n'a pas eu un consensus, on a transformé pour aller se fondre. Non. Puisque, étant donné que chacun les autres, c'est des organisations de la société civile qui n'ont pas pour vocation de mener des revendications type syndicales. Mais on a des points sur lesquels on s'entend. On s'entend, on mène ces débats-là. Mais après, les autres continuent de mener leurs activités librement. Voilà. C'est tout. D'accord. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci, Président. Bon, moi, par rapport au contenu, j'ai l'extrait de la déclaration liminaire qui a été lue par Guy Olivier Ouedraogo, donc le porte-parole de cette coalition des syndicats libres et indépendants du Burkina, donc lui qui est le AG de la CSB. Donc ici il dit, après avoir rappelé pourquoi est-ce que le gouvernement et l'UAS à côté tiré ne se sont pas entendus, il dit, je cite, à partir de cet instant, les points furent rompus et l'UAS décida de la convocation d'une assemblée générale de ses représentants des 13 régions le 17 août afin de leur faire le point de la situation et requérir leurs avis. Comme il fallait s'y attendre, certains manœuvraient dès la base pour être en surnombre à cette assemblée qui allait plutôt imposer une plateforme revendicative truffée de points étrangers à la lutte des travailleurs en lieu et place de celle de l'UAS qui est pendante devant le gouvernement, et cela aux grandes dames du sacro-saint principe qui veut que cette assemblée soit consultative. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus le contenu qui pose problème. Donc, il dit des revendications qui n'ont rien à voir avec les revendications des travailleurs. Donc, il y a déjà, au niveau contenu, une divergence de point de vue. Monsieur Kientega, est-ce que c'est vrai ça? Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Guy Olivier n'était pas justement à cette rencontre nationale. Il s'est fait représenter par son secrétaire général adjoint. Ce qui a valeur. Ce qui a valeur. Est-ce que c'est pour autant que... qui a bien adhéré à la plateforme. Ça a été adopté par les participants à cette rencontre, dont nous n'avons pas identifié qui était militant de Guy Olivier ou encore Ouedraogo et qui était militant de Bassolma Bazier. C'est une rencontre nationale convoquée et chacun a convoqué ses éléments dans les régions et qui sont venus participer à cette rencontre-là. Donc, nous nous en tenons à ce qui a été dit à la rencontre parce que personne ne s'est opposé à la plateforme qui a été adoptée ce jour-là. Maintenant, quand on dit qu'il y a des points étrangers, puisque ça a été adopté dans la salle, c'est pas qu'on a dit, bon, on va recueillir les avis et puis après on va rédiger. Non, ça a été rédigé et pourtant, dans la déclaration, il a dit que notre coalition refusait de valider la plateforme et elle ne fut pas signée. Non, ça a été fait le même jour et je pense que la presse a été conviée. Est-ce que vous avez la copie signée? J'ai la copie, je vais vous remettre ça. La presse a été là et la résolution finale a été livrée à la fin donc de cette activité à la presse. Est-ce que nous pouvons avoir la copie signée? Je vais vous remettre. De toute façon, j'ai suffisamment de textes. Ben, si c'est là, vous le mettez en même temps. Je parle de la copie signée.
Parce que, en fait, ce qu'ils disent dans leur... Je situe le contexte. Parce que ce que dit M. Ouedraogo en tant que porte-parole de ce groupe, comment on appelle ça, c'est très lourd de sens par rapport également à ce que vous dites. Si entre les deux acteurs, il y a un qui ne dit pas la vérité à l'opinion, alors que parfois on prend l'opinion à témoin, on demande à cette même opinion de se faire une opinion par rapport à l'autre, et que vous avez la preuve ici, c'est de nous faire savoir, en ce moment-là, nous pouvons savoir qui, à un moment donné, s'est débiné ou qui ne s'est pas assumé. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous avez effectivement la copie signée? Parce que ce n'est pas que ça qui est contesté. Ce n'est pas que ça. Il y a d'abord le contenu, mais ensuite, il dit, lors de la rencontre, finalement, il y a eu une rencontre qui a été convoquée 2 jours plus tard. Là, c'était le 19 au MBDHP, au siège du MBDHP, et qui a décidé également de la suite des autres activités, notamment ce que vous avez rappelé, le meeting. Il y avait même un panel au CBC qui faisait partie des activités, et puis ce qui en est suivi. Donc c'est pourquoi j'insiste par rapport au contenu. Je vais être très précis avec vous. Donc allez-y. Nous avons organisé une rencontre nationale. On a pris des décisions dont personne n'a contesté. On a rédigé une résolution finale et sur la base des points qui figuraient sur cette résolution finale-là, on a sorti une plateforme. Et c'est cette plateforme de lutte-là qui nous a amené à organiser le meeting le 31. Donc tout le monde y était. Parce que moi, ce qui m'étonne, si il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec la plateforme, pourquoi ils ne l'ont pas fait savoir? Parce qu'au niveau du président du mois, on n'a pas reçu de contestation. Encore que c'est Kwanda George qui était le président du mois. Et c'est lui qui a pris toutes les initiatives. C'est lui qui a signé effectivement la plateforme. C'est lui qui a livré la résolution finale. Mais il était à la conférence de presse dont Guy Olivier Ouedraogo a dirigé. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Parce que nous, on n'était même pas PDM. On n'avait pas les malais. Parce que quand les gens finissent quand on finit, tous les textes sont remis au président du mois. Et celui qui finalise et qui livre. Nous aussi, nous avons reçu la copie comme tout le monde. Donc c'est pas, quand on dit qu'il y a eu des manœuvres, il y a un problème, puisque si c'était en septembre, on peut dire voilà, comme c'est la CTV qui est PDM, ils ont manœuvré. Mais c'était pas en septembre, on était en août. Donc c'est pour dire clairement que des gens après un secteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais des gens ont décidé de se retirer. Il faut bien trouver des arguments pour se retirer. Et pour moi, si on se retrouve, de mon point de vue, ce n'est pas parce que des syndicats se sont retirés de la plateforme que nous n'allons pas continuer notre action. De toute façon, la mobilisation que nous avons eue le 16 était supérieure à ce qu'on a eu le 31. C'est ça qui est important pour nous. Maintenant, la CGTB ne fait pas du faux. Nous ne faisons pas du faux. Nous sommes basés sur les recommandations que les militants qui sont venus des régions ont décidé le 16. Encore que dans les régions, certains sont retirés à Ouagadougou, mais dans les régions, leurs représentants ont participé. C'est clair. Donc c'est pour dire que même cette décision qu'on a prise au niveau central, beaucoup n'ont pas suivi au niveau des régions. Parce que les préoccupations qui figurent sur cette plateforme-là intéressent les militants à la base. C'est ça qui est important pour nous. Alors, dans cette même déclaration, le jeudi 29 août 2019, le AS fut convoqué pour l'amendement de la dite plateforme. À notre grande surprise, la réunion était présidée par l'ODJ, qui nous remet une plateforme à amender dans laquelle n'apparaissait aucunement les revendications de l'UAS, même pas la question de l'UTS, pour lesquelles nous avons quitté la table, la rencontre gouvernement-syndicat. Ok. Ça également, on peut expliquer. Lorsqu'on s'est retrouvé dans le cadre de l'unité d'action populaire, il fallait un porte-parole. L'ODJ a été désigné comme porte-parole. Qui a désigné l'ODJ? C'est l'équipe. C'est une coordination où tout le monde est représenté. L'UAS est représenté par le président du mois, l'ODJ par son président, le MBDHP par son président, ainsi de suite, avec le balai citoyen, ainsi de suite. On s'est retrouvés, et quand on se retrouve pour discuter encore, quand on vous dit qu'on vous a apporté une plateforme à amender, quand on vous donne l'achat, le 31, c'est l'ODJ qui a livré le message central. Pourquoi personne n'a contesté? Parce qu'on a désigné l'ODJ comme porte-parole. Le mouvement syndical avait un message, les autres organisations, chacun avait son message, mais le message central a été livré par l'ODJ comme porte-parole. Personne n'a contesté. Et donc, on dit à l'ODJ de faire un projet. Mais le projet là, il est soumis à amendement. Si on avait dit à envoyer une plateforme nous imposant de signer, c'est important. Mais quand on vous envoie une plateforme pour amender, ça veut dire vous pouvez demander qu'on retire des points, et des points ont été retirés. Vous pouvez demander qu'on ajoute des points ont été ajoutés. Ce qui est important, c'est que le point 8 là, c'est cette plateforme là qu'on a déposée au Premier ministère. Et cette plateforme, le point 8 est clair.
c'est le respect des engagements. Il y avait combien d'organisations? Ce n'était pas que le mouvement syndical qui y était. On a pris en compte les préoccupations de chacun. Il y a le mouvement qui a été créé après les affaires de Yugu. Il y avait suffisamment d'organisations. On a pris en compte les points, parce que chacun est venu avec sa plateforme. On a inséré. Et le mouvement syndical, pratiquement tel que mis. Et tous les points sont là. Si le gouvernement doit discuter du point 8, respect des engagements pris avec les syndicats, les organisations des travailleurs et les masses populaires en général, tenir la rencontre gouvernement syndical, prise en compte des différents protocoles et engagements, examiner les plateformes des syndicats en lutte. Est-ce que le gouvernement peut discuter de ça sans rentrer dans la plateforme de l'UAS? Voilà, les raisons, c'est suffisamment clair. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on est venu imposer une plateforme. Et puis, c'est assez clair. Ils nous ont envoyé une plateforme pour amender. Quand on vous dit d'amender un document, c'est pour mettre ce que vous voulez là-dedans. On a discuté des points qui ont été retirés, et ça, moi, j'étais à cette rencontre. Donc, il faut qu'on arrête de divertir les gens. Il faut aller au fond. Si on n'est pas d'accord avec la plateforme, on veut se retirer, ce n'est pas un problème. Le 29 novembre 2018, nous avons organisé un meeting, une marche meeting contre l'augmentation des prix des hydrocarbures. Ils n'y étaient pas. Ils ont fait une conférence pour dire qu'il faut privilégier la négociation. Mais ils ont négocié jusqu'au-delà, ils ont eu quoi? C'est cette activité-là. Depuis qu'on a organisé la marche et puis on a fait une réduction après de 20 francs, jusqu'à aujourd'hui, là, personne n'en parle. Mais ils mettent le carburant, ils n'en font pas un problème. Ils ne se rappellent même pas que c'est la CCVC qui avait mené cette lutte. Et c'est vous seul qui avez obtenu ce résultat. Aujourd'hui, on a eu un résultat, c'est minime. C'est même insignifiant parce que nous avons, même quand ils ont dit qu'ils ont fait une réduction de 20 francs, nous avons dit que c'était insuffisant. Encore que le gouvernement a fait des promesses qui n'ont pas respecté. Mais qu'à cela ne tienne, eux qui privilégient la négociation là, qu'est-ce qu'ils ont eu après ça? Mais ils attendent. Le jour où on va relancer la lutte par rapport au carburant, les mêmes vont ressortir vous dire que le pays là, il faut arrêter, il faut soutenir le gouvernement. C'est ça la réalité aussi de notre pays. Alors, je pense que dans ce que j'ai lu, il y a un point, certainement c'est sur ce point-là qui les achoppements se trouvent. Parce qu'il dit, certains groupes ont manœuvré pour pouvoir être en surnombre lors de ces rencontres-là. Donc, effectivement, vous devez désigner un représentant, vous devez valider une plateforme, et si vous êtes en minorité, naturellement, vous êtes battu. Maintenant, comment est-ce qu'après vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Ça, réellement, la méthode, chacun a sa propre méthode. Ça, c'est le commentaire que j'ai fait pour conclure ma série de questions pour le moment. D'accord. Alors, ils en viennent à la conclusion que c'est pas pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais plutôt pour des intérêts inavoués, inavouables. On a l'impression qu'il y a un dialogue entre vous, et seul vous savez véritablement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a caché au peuple dans cette affaire d'organisation de cette journée? Ok. Le premier point, la plateforme, c'est vérité et justice pour les crimes de sang impunis, dont les plus récents sont les assassinats des responsables de l'Udesi Oyaga, les tueries de Yirgu, ainsi que tous les victimes d'exactions et châtiments, et tous les victimes d'exactions. Le deuxième point, c'est arrêt des assassinats ciblés. Le troisième point, c'est garantir effectivement le droit au peuple à la sécurité, à la liberté. Le troisième, je prends seulement des éléments. Le quatrième point, c'est le départ des bases et forces militaires étrangères du Burkina Faso. Le cinquième point, c'est amélioration des conditions de vie de travail des éléments des forces de défense et de sécurité. Le sixième point, c'est prise en charge adéquate des personnes déplacées. Le septième point, c'est amélioration des conditions de vie des populations frappées par la vie chère. Le huitième point, c'est le respect des engagements. Voici les éléments qui nous motivent. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, si ces éléments sont des objectifs inavoués, qu'on nous le dise, c'est assez clair. C'est un faux débat. C'est un faux procès. Le président du Faso demande que les uns et les autres accompagnent pour qu'on règle les problèmes. Que les Burkinabés s'associent pour permettre au Burkina d'avancer. Ça, c'est une offre que nous avons faite au gouvernement. Moi, j'aurais aimé que tous ceux qui débattent autour de ça, qui font un faux procès à l'unité d'action populaire, qu'ils apportent des réponses à ces questions-là et laisser les suggestions. Moi, si les gens si on dit qu'on a des objectifs inavoués, inavouables, tout ça c'est bon, mais qu'on nous les présente. Mais quand vous lisez les différents points, vous savez, en matière de revendication, il y a les points principaux, il y a ceux secondaires, il y a ceux-là même qu'on ajoute
en termes de prétexte. Et quand vous regardez, le 8e point, il est bien vague. Le premier, il est bien précis. Et il y a l'ODJ qui est cité avec ses militants. Est-ce que c'est pas le fond, du problème dans tout cela, les suspicions qui sont celles des uns sur les autres que vous êtes? Donc le fait de demander qu'on fasse la lumière sur les assassinats de l'ODJ, c'est un objectif inavouable. Ça, c'est mon avis. Parce que j'estime, si l'ODJ veut mener sa lutte sur ça là, c'est vrai, il a besoin de soutien de notre peuple. Mais l'ODJ est une organisation suffisamment responsable pour porter sa revendication. C'est important. L'ODJ vient dans cette plateforme avec une revendication. Les autres franges de la population ou les autres partis qui ont adhéré, chacun est venu avec effectivement ces points qui le tiennent. On met tout ensemble dans une plateforme et on se bat pour les résoudre. Encore que si nous avions un gouvernement suffisamment responsable, cette question ne devrait pas figurer sur une plateforme. Parce que de mon point de vue, il est de la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens. Mais ce n'est pas que la question de l'ODJ, il y a la question de Yurugu qui est posée. Et toutes ces questions-là, il faut qu'il y ait la lumière. Donc ça, ce n'est pas un objectif inavouable. Oui, mais là, si les gens ne sont pas d'accord... Dans ce cas, pourquoi détacher la question des militants de l'ODJ? Ce n'est pas que ça. Sur le même point là, il y a les militants de l'ODJ, il y a les tueries de Yurugu, il y a Caen. Donc, tous ces trois-là sont sur le même point. Ce n'est pas qu'on a détaché. C'est le même point. Il y a l'autre des choses qui importent. Il y a l'autre des choses qui importent. Mais cette question, j'ai répondu. Je vous ai dit que dans une plateforme là, quand on liste 1, 2, 3, 4, 5 là, ça ne veut pas dire que c'est le point 1 qui est plus important. La preuve, c'est que quand on part pour discuter là, vous pouvez aller même, on va dire le point 1 là, il faut sauter, on va aller au 2 parce que le point 1, nous, on n'a pas de réponse actuellement. Et puis vous allez aller au 2 pour discuter. Quand je dis l'autre des choses, le point 1, c'est la question des crimes. Dans le point 1, le premier évoqué, c'est ODJ. Oui, mais la question des crimes, c'est aussi important. Je ne dis pas que c'est pas important. Parce que tout ce qui est comme activité humaine, pour pouvoir les mener, il faut d'abord vivre. Et cette question interpelle et c'est important pour nous parce que l'ODJ a convoqué une conférence de presse, interpellé l'opinion nationale sur le fait que ces militants sont menacés et qu'il y a une tentative de liquider l'ODJ. On a dit que ce n'était pas vrai. Les gens ont dit qu'ils exagéraient. Mais après, ça a arrivé. Et comment ils sont morts, il y a le contexte, il y a les conditions dans lesquelles ces camarades-là sont décédés. Ces camarades ont été tués pendant qu'ils partaient à une rencontre, on pouvait dire même une mission, parce que c'est le haut commissaire qui les a invités pour une réunion. Donc sur ces questions-là, c'est important pour nous. Encore qu'aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est quoi? On a dit de faire l'autopsie, on n'a accusé personne. On a dit de faire l'autopsie des camarades qui sont tombés pour qu'on sache de quoi ils sont morts, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que le gouvernement, jusqu'à présent, ne dit rien. Mais quand il y a eu les tueries au niveau du commissariat, il y avait 11 quand ils sont morts au niveau du commissariat. Tout a été fait en moins de 3 semaines. Tout est fait, le résultat est publié. Et puis tout le monde quitte. Les parents savent de quoi. Il y a eu mort d'homme et tuerie. J'ai bien dit mort d'homme. Vous avez dit tuerie. Non, j'ai rectifié avant même de continuer. D'accord. Voilà. Des gens sont morts dans un commissariat de police. Et l'autopsie a été... On a pu avoir les moyens pour autopsier les 11 personnes. Mais je pense que cette affaire, on a longuement revenu là-dessus parce qu'on a reçu l'ODJ et tout. Oui. Nous, on vous a su la question de la marche meeting. Okay. Moi, président, si vous permettez, moi, je ne veux pas qu'on s'attarde forcément sur le contenu des points. Mais il y a la marche en elle-même. Je pense que Bassolman Bazi, au détour d'une interview, a dit qu'il y a eu 19 blessés. Je ne sais pas si vous confirmez, oui. Ça a évolué comment. Maintenant, c'est une marche légale, oui. Vous dites, dans votre démarche. 19 blessés après, vous comptez faire quoi pour ces éléments qui sont sortis? Pas même en termes de réparation ou en termes d'esté en justice ou quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? On a eu une rencontre hier, on a analysé la question. Naturellement, dans les jours à venir, la suite, on va encore vous informer de ce qui est prévu pour la suite. Déjà votre appréciation de la mobilisation, parce que ça a été tenu un lundi, oui. L'objectif c'était d'avoir un arrêt de travail au niveau des administrations et tout, mais on a constaté quand même que le travail continue à certains endroits. Est-ce que pour vous, vous estimez que cette activité a été un succès? À ce niveau-là, je tiens toujours à préciser que il y avait deux composantes. Il y a la composante syndicale et il y a la société civile. Le préavis, c'était pour permettre effectivement aux travailleurs qui veulent participer à l'activité de pouvoir le faire. C'est pourquoi on a déposé le préavis. Donc, l'objectif du préavis, ce n'était pas de bloquer tout le système
Parce que si on voulait bloquer sur le système, on savait aussi comment le faire. L'objectif du préavis, c'est pour permettre effectivement aux travailleurs de prendre part à la marche meeting. Et pour nous, si nous devons apprécier la mobilisation, ce qui est important, en dehors du 29 novembre, là, la mobilisation que nous avons eue et l'activité s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national, pas à Ouagadougou seulement, nous avons une bonne appréciation de cette mobilisation-là. Et donc, sur ce point-là, nous sommes assez clairs et je ne sais pas si les chiffres, vous les avez, mais ce qui est sûr, même à Ouagadougou, les travailleurs se sont mobilisés. À combien vous estimez la mobilisation? Nous n'avons pas calculé les chiffres actuellement, mais ce qui est important là, c'est que nous avions observé une bonne mobilisation. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif pour nous, c'était pas que on paralyse l'administration, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était que les gens puissent sortir et participer à l'activité. Et donc, nous avons apprécié la mobilisation. Nous n'avons pas fait le point service par service pour voir est-ce que les gens ont travaillé ou bien ils n'ont pas travaillé. Mais nous avons constaté seulement que la boue du travail était pleine et que lorsque la marche a commencé, d'habitude, c'est pas cette mobilisation qu'on avait. Et c'est cette mobilisation qui est de qualité, malgré la répression, malgré les intimidations, que la communication d'intoxication pour dire que la marche était illégale, les gens sont malgré tout sortis et on avait une mobilisation assez intéressante. Et c'est ça qui est important pour nous. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que tout le monde assistait au bras de fer qu'il y avait avant, illégal, légal. Dans tous les cas, nous on va sortir, on va marcher, on va voir ce qui va se passer. Et à la fin, on a eu ces images-là, ces vidéos de personnes en train de fuir le centre-ville. On a vu il y en a qui sont vos détracteurs, qui ont mis sur les réseaux sociaux des tapettes et des drapeaux tout rouges à terre et tout. Et à la fin, on a fait le bras de fer, on a voulu aller au forceps. Qu'est-ce que vous retenez? Parce que en face aussi, il y a eu la fermeté qu'on n'avait pas assez souvent. Ok, il y avait un objectif. L'objectif, c'est que l'activité, au vu des textes et des lois de la République, était légale. Et c'est cette légalité-là que nous avons voulu défendre. Quitte à ce que l'autorité viole les textes de la République. Parce que ça, c'est important pour nous. Puisque, quand on se réfère à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des droits. Je rappelle que cette disposition a été supprimée plus tard dans la Constitution française que vous citez. Je précise pour dire. Est-ce que vous reconnaissez quand même cette disposition que vous citez a été supprimée plus tard? A été supprimée, mais on l'avait adoptée quand? On l'avait adoptée à un moment où la France sortait d'une révolution. Et cette même France plus tard a condamné cette façon de faire. J'ai fini. Mais c'est pas la référence pour nous forcément. C'est vous qui l'évoquez. C'est que nous avons cité, même justifié. Nous avons cité parce qu'au moment la France sortait d'une insurrection, d'une révolution, et ça a été mis. Et c'est pas au hasard que ça a été mis. Nous le citons parce que nous sortons d'une situation où nous avons réalisé une insurrection, où nous avons résisté face à un coup d'État, où nous avons dit qu'effectivement il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Le président du Faso, avant de prendre fonction, a prêté serment de défendre les lois de la République. Et quand, 4 ans après, ou du moins 3 ans pratiquement, 4 ans après, on se retrouve à violer les textes de la République. Je suis formel là-dessus. La loi, j'ai fini, la loi 22 de 1997 est claire. Si on veut manifester sur la voie publique, on fait une déclaration 72 heures avant. Nous avons fait notre déclaration le 2 à la mairie de Ouagadougou, qui a répondu en nous disant, en substance, qu'au regard du contexte national, toutes les forces sont mobilisées pour la lutte contre le terrorisme et par conséquent, il n'y aura pas de force de l'ordre pour la sécurité, pour sécuriser la marche. Encore que la loi ne dit pas qu'à chaque fois qu'on fait la déclaration, il faut qu'il sécurise. La loi dit que si nous avons besoin de forces de l'ordre pour sécuriser notre activité, c'est les organisations qui en font la demande. Mais il précise pour nous dire, il demande de changer la forme justement de la manifestation pour pouvoir tenir. Nous avons dit, si le problème qui fait que votre inquiétude là, si c'est sur la question
de trouver les forces de l'ordre pour sécuriser notre activité. Nous n'en avons pas besoin parce que depuis 1998, quand nous organisons nos manifestations là, nous-mêmes nous sécurisons notre manifestation. Sur cette question, la question est vidée. Encore que le gouvernement lui-même a reconnu que lui il n'a pas interdit la marche. Lui, son problème, c'était le mot d'ordre des grèves. Nous avons dit là-bas aussi, le texte est clair. Hier, j'ai écouté le ministre. Mais quand il dit que le gouvernement ne peut pas faire la différence entre 15 jours, 10 jours et 5 jours, c'est pas nous on a écrit, ni le gouvernement, ni nous avons écrit la loi. C'est le législateur qui a écrit la loi. Si la loi a un problème, on se retrouve pour discuter. Mais en attendant, est-ce que quand un travailleur ne part pas au service, c'est à la manifestation, on part regarder sur son front pour voir s'il y a bandeau pour dire que c'est cadre supérieur. C'est dans son service. D'ailleurs, j'ai une demande d'explication ici. On n'a pas dit que tu n'étais pas au travail, tu étais en grève. Quand on demande l'aide d'explication à quelqu'un qui n'était pas à son poste, on lui dit seulement qu'il n'était pas à son poste, il n'a qu'à expliquer où il était. Si le gouvernement voulait être suffisamment responsable... On va avoir votre lettre d'explication. Il y a un document que vous nous devez un document, monsieur. Nous n'avons pas encore oublié. Si tu nous donnes le document, ça fera comment on appelle ça? Ça fera l'objet lundi prochain d'un avant-propos. Évidemment. Si nous ne l'avons pas donné, ça fera aussi l'objet d'un avant-propos. Parce que nous avons besoin de ce document. Mais quand on écoute le ministre, ce qu'il dit aussi, c'est que quand on regarde, on ne prend pas toute la disposition pour que tout travailleur puisse y être sans problème. Et donc, lui ne va pas chercher sur le front de chacun pour savoir qui est cadre, qui ne l'est pas. Et donc, du coup, c'est son interprétation. On dit souvent les textes, c'est comme la Bible. C'est ce qui fait beaucoup de chapelles. Chacun en fait son interprétation et là se situe le problème. Maintenant, moi, au-delà de tout cela, il y a aussi ceux qui disent que lorsqu'on vous prévenait de la question de la quinzaine de jours, pourquoi, et ça on entend aussi, pourquoi n'avoir pas tenté de faire les choses autrement, c'est-à-dire en prenant cela en compte pour que cela se tienne dans les règles de l'art et que vous ayez la meilleure expression que vous vouliez en termes de mobilisation parce qu'on a entendu déjà ici avec des représentants de l'ODJ qu'on a reçus. Alors, l'organisation de la manifestation au vu de la 45-60, c'est lui qui précise ceux qui sont concernés. S'il dépose son préavis 7 jours avant, le gouvernement doit comprendre que s'il a déposé son préavis 7 jours là, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont concernés par l'alinéa 3 de l'article 4. S'il a déposé 10 jours, c'est qu'il couvre ceux qui sont concernés par l'alinéa 3 et l'alinéa 2. S'il dépose 15 jours avant, c'est que tout le monde est concerné. C'est assez clair. C'est pas au gouvernement de venir dire, moi j'aurais accepté que le gouvernement dise les cadres supérieurs ne peuvent pas prendre part. Encore que les cadres supérieurs dont on parle là, c'est qui? C'est les représentants directs, ceux qui ont une action directe, c'est-à-dire les SG des ministères, les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets. Depuis 2015, nous n'avons pas encore vu un SG des ministres à notre manifestation. Mais pourquoi le gouvernement veut extraire le droit à un fonctionnaire normal, comme moi, qui a besoin de 5 jours francs pour aller en grève, d'attendre 15 jours avant d'y aller? C'est une violation justement du texte. C'est ce que nous disons. Quand je dis que c'est le gouvernement lui-même qui viole les textes de la République, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous allez demander réparation pour ça? On avisera. Vous n'y avez pas encore pensé? On y pense. Voilà pourquoi je dis qu'on avisera. On a eu une rencontre hier. Alors, on fait aussi le constat que dans pratiquement toutes les régions du Burkina Faso, nullement vous avez pu déposer, trouver quelqu'un en tout cas pour recevoir votre message. Est-ce que finalement, c'était pas une erreur de vouloir défier l'État, parce que finalement, quand on marche et qu'on n'arrive pas à passer le message, on se demande bien à quoi bon. Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau finalement? Non. J'ai bien dit que nous savions que la manifestation peut être réprimée au regard des manœuvres du gouvernement sur la question. Mais nous avons décidé d'organiser l'activité. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que depuis pratiquement 2016, on nous a toujours récité ici que ceux qui sont au pouvoir là, c'est les insurgés. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont suffisamment bien, ils laissent les gens manifester librement. Pendant ce temps, il y a des textes qu'on prend, il y a des lois qu'on prend pour restreindre les libertés. Cette manifestation, justement, a dévoilé le vrai visage. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les régions, par exemple, quand vous prenez Bobo Dioulasso, le maire n'a pas interdit la marche. Mais le gouverneur a appelé tôt le matin pour dire, ah vraiment, le gouvernement a envoyé une note pour dire de ne pas recevoir, moi je ne peux pas recevoir. Les gens lui ont dit, mais
de toute façon, l'activité aura lieu. Maintenant, que tu reçoives le message ou pas, la manifestation va avoir lieu. La manifestation a eu lieu à Bobo. Il n'a pas reçu le message, les gens ont livré le... De toute façon, ce qui est important, c'est qu'ils ont la plateforme. S'ils ne veulent pas, puisque c'est la première activité qu'on a organisée. Mais les manifestations vont se poursuivre. Mais Monsieur Kienteka, pourquoi est-ce que, compte tenu du fait qu'il y avait un débat sur 15 jours, légalité, illégalité, vous n'aviez pas reprogrammé pour respecter? Nous n'avons pas reprogrammé parce que la loi nous permet effectivement de le faire. Nous n'avons pas reprogrammé parce que nous voulons que le gouvernement respecte les lois de la République. Vous voulez dire quoi? C'est pourquoi nous on revise pour aller à 15 jours pour que désormais personne ne puisse manifester si son préavis de grève ne fait pas. C'est la jurisprudence. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai posé une question, je n'ai pas dit je veux. J'ai posé une question de savoir, parce que ici, vous nous dites, le gouvernement ne le respecte pas. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous allez demander une réparation pour ça? Parce que si le gouvernement n'a pas respecté et a violé la disposition, vous avez forcé pour dire que vous êtes dans la légalité. Vous faites l'activité. Pour certains, c'est vu comme une défiance à l'autorité. Vous avez tenu votre activité. L'activité à Ouagadougou a été réprimée. La suite, c'est est-ce que vous irez devant les tribunaux? Parce que vous avez dit, c'est une question de jurisprudence. Oui. Pour qu'à partir de ce moment-là, les uns et les autres disent, il n'est plus question de violer parce que c'est pourquoi parce que c'est un cas école en même temps pour les citoyens burkinabés. C'est pourquoi je vous ai bien posé la question. Vous dites que vous allez aviser, donc on attend quand vous allez aviser. La loi 22 prévoit déjà ces questions-là. Quand la manifestation est légale et que cette manifestation, on l'interdit ou on l'interrompt, vous avez effectivement la... Moi, c'est votre comportement qui m'intéresse. Je ne sais pas les lois là. C'est ce que vous allez faire. Vous allez faire parce que vous estimez que vous avez été injustement réprimé. Il y a de l'injustice sur vous. C'est pourquoi moi je pose la question là, par rapport à votre conduite à tenir. Vous allez dire que vous allez aviser. Je prends note. Maintenant, on va pratiquement vers la fin. La fin de l'émission. Vous voulez tirer... Non, c'est pas pas forcément le verdict. Parce qu'il a par rapport à Wemtenga, par rapport, pardon, aux personnes décédées au niveau de la police judiciaire, il dit que l'autopsie a été faite, les résultats ont été publiés, si j'ai bien entendu. Eh oui. Parce qu'à ma connaissance, les résultats ne sont pas encore publiés. Ah bon? J'ai dit à ma connaissance. En tout cas, nous, on a eu l'information. Vous avez les résultats, vous avez eu l'information? Nous, on a eu l'information. Que les résultats ont été publiés? Est-ce que l'autopsie n'a pas été faite? Je parle des résultats publiés. Vous avez dit résultats publiés. Parce que ça, j'ai retenu mon attention. Quand je ferai après la parole, il dit bon, on passe à autre chose. C'est pourquoi j'ai. Mais étant donné que c'est un sujet très important, parce qu'il y a des parents qui sont impliqués, qui attendent les résultats, c'est pourquoi j'insiste sur la question. Parce que c'est un dossier également que nous suivons de près. D'accord. Peut-être que vous allez vérifier après. Mais c'est l'information que nous avons. Merci bien. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est important. J'ai dit, c'est nous qui décidons de saisir la justice sur la question ou pas. Quand nous allons juger nécessaire de le faire, nous allons le faire. Là, mais ce que nous avons pu faire, qui est important, c'est que nous avons montré au gouvernement que c'est lui qui a violé le texte. Et aujourd'hui, le ministre reconnaît implicitement que c'est eux qui avons violé le texte. Parce que l'argument on était au point de presse gouvernemental hier. L'interprétation que lui aucunement il est allé dans cette dynamique de reconnaître qu'il a violé quelques textes que ce soit. C'est clair. Parce que le fait de dire que le gouvernement ne peut pas aller au niveau de la manifestation pour regarder, non mais ça c'est dangereux pour un gouvernement. C'est clair que la procédure, tout le monde la connaît. Et aujourd'hui, désormais, c'est ce que nous allons faire même. D'accord. Alors, M. Kienteka, une dernière question en ce qui me concerne. Oui. Après cette activité, est-ce que vous avez le retour de ce qui a été fait? Est-ce que vous avez l'adhésion du peuple burkinabé quant à vos revendications qui ont été formulées au-delà même des militants de votre regroupement? Parce qu'on voit l'activité censée être populaire n'a même pas eu l'adhésion, l'appel officiel de l'opposition politique pour vous accompagner. Il a fallu attendre le point de presse pour que l'opposition reconnaisse que votre activité était plus ou moins justifiée. Est-ce que, du point de vue de la population, vous avez l'adhésion finalement, qui vous légitimise finalement? En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'effectivement, cette activité est hautement populaire. Et c'est pourquoi nous allons poursuivre dans cette dynamique-là, pour rassembler plus large et appeler les Burkinabés à adhérer, parce qu'on a intérêt à résoudre ces questions-là. Nous n'avons pas un autre pays. On n'a que le Burkina Faso.
D'accord, merci d'être passé devant notre tribunal. Vous êtes Kiadega Rasmane, secrétaire confédéral chargé de l'organisation de l'information et de la propagande de la CGTB, membre de l'UAP. Merci d'être passé nous expliquer, nous faire le bilan, le point de cette organisation qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette semaine d'activité. Espérons vous retrouver lundi pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.